des rapatriés. Alors, on vous a déjà présenté cette fiche. Moi, ce qui m'intéressait, c'est bien entendu la partie qui se trouve en bas, où il y a résultat, où Arnaud Boulini et Vanilla Brière ont commencé à essayer de lire ce qu'avaient écrit les médecins. Vous savez que lire un médecin, ce n'est pas toujours facile. Ils ont lu la majorité des choses. Il va falloir que je vienne pour essayer de relire, parce qu'il paraît qu'un médecin qui lit un autre médecin, ça va mieux. Je ne suis pas sûr, mais on va essayer quand même. Donc, on essaiera d'améliorer ce pourcentage de réussite. Qu'est-ce qu'on a examiné? D'abord, j'ai pu examiner en 6 mois 6000 fiches sur les 35 000 à disposition. Ça n'est pas suffisant, ça va continuer, mais sur le plan de l'échantillonnage, j'estime que c'est... Ça marche le micro, vous entendez? Mais j'estime que c'est suffisant pour déjà avoir quelques conclusions à affiner. Concernant les déportés masculins, mesdames les déportés, excusez-moi, je ne vais pas parler du tout des femmes parce que c'est le conférencier suivant qui va s'occuper du sujet. Donc je ne vais parler que des hommes pour ne pas prendre trop de temps. Donc, concernant les déportés masculins, 2600 fiches qui sont exploitables. Ça veut dire exploitables, je vais revenir tout à l'heure, que 65% donc, de ce qui est écrit a pu être lu. J'ai fait un inventaire de l'ensemble de ce qui était écrit sous forme de 90 rubriques. Donc, j'aurais la prétention de dire qu'on a pratiquement réussi à presque tout mettre. Enfin, je pense même tout mettre. Alors, le volet médical. Je ne parle évidemment que du volet médical. Le volet médical, qu'est-ce qu'on trouve? D'abord, qu'est-ce qu'on ne trouve pas? Ce qu'on ne trouve pas, ce sont des fiches où il n'y a rien d'inscrit. Il y en a beaucoup. Ce qu'on ne trouve pas bien, c'est celles qui sont illisibles. Soit illisibles parce que l'encre n'est pas bien formée, c'est illisible à cause de l'ancrage, soit c'est illisible parce qu'on n'a pas réussi à décrypter l'écriture du médecin qui avait rempli dans un premier temps. Je viens de le dire. Maintenant, pour le reste. Donc ça, c'est 30 quand même, c'est le tiers, c'est 30% qu'on ne peut pas exploiter, pour l'instant, temporairement. Le reste, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve beaucoup de choses, un peu n'importe comment, il faut le dire. Alors, premièrement, on trouve des symptômes. Donc des symptômes comme par exemple fièvre, maigreur, sueur, fatigue. Vous voyez, ce ne sont pas des maladies, ce sont des signes de maladie. On trouve ensuite des constat d'examen clinique. Par exemple, une auscultation cardiaque qui a un souffle, une auscultation pulmonaire anormale. Donc des constats médicaux, des ganglions. Donc ce sont des constats d'examen médicaux cliniques. On y trouve aussi des diagnostics très généraux, dont on ne peut pas tirer grand-chose. Alors, des troubles cardiaques, qu'est-ce à dire? On y trouve, par exemple, je vous donne des exemples, des problèmes ventilatoires. On sait que c'est un problème de respiration, mais c'est tout ce qu'on sait. Quelquefois, c'est pire, on y trouve par exemple des mots comme ventre. Or, ventre, on pense qu'il y a un problème digestif, mais alors on ne sait vraiment pas quoi. On se demande si ça a été inscrit par des médecins. Bon, je ne veux pas être méchant avec mes collègues de l'époque, ce serait malvenu. Mais enfin, bon, peut-être n'avait-il pas beaucoup d'expérience. En tout cas, on y trouve quand même, il faut le dire, beaucoup de diagnostics précis, heureusement. Par exemple, tuberculose, on sait ce que c'est. Typhus, on sait ce que c'est. Éventration, hernie, on sait ce que c'est. La majorité, quand même, ce sont des diagnostics qui sont tout à fait utilisables et interprétables. On y trouve des examens complémentaires demandés. En règle générale, ce sont des radioscopies. Ensuite, par exemple, à une auscultation pulmonaire anormale. On y trouve des suites recommandées. En général, le plus souvent, ce sont des problèmes dentaires. Donc on demande à ce que le déporté soit vu par un chirurgien dentiste. Et puis on y trouve quelquefois des hospitalisations requises d'emblée à la suite de l'examen, mais dans les fiches, ça semble être plus rare. Ah, je vais trop vite. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve aussi? On y trouve des maladies. C'est bien ça. Je regarde si je ne vais pas trop vite. C'est bien ça, c'est la suite.
Donc, on y trouve des maladies ou des blessures qui ont été déclarées au camp. Ça, c'est un petit peu notre problème de premier décryptage, c'est que ce ne sont pas des maladies constatées au moment de l'examen UTK, par exemple, mais on écrit que le déporté a eu, pendant sa déportation, par exemple des bronchites, par exemple des fractures, par exemple le typhus. On ne sait pas, le plus souvent, il n'y a pas de date, on ne sait pas si c'est en 43, 44 ou au moment de la libération. On y trouve aussi des séquelles de maladies ou de blessures, donc ça, qui sont vérifiées au moment de l'UTCA, par exemple. Donc, par exemple, le déporté, au moment de l'examen, a des diarrhées, il a des gelures, des séquelles de gelures, il a des traumas crâniens, un trauma crânien, et voire des palpitations très souvent. On y trouve évidemment les maladies et blessures qui sont dûment constatées au moment de l'examen, donc ce ne sont pas les séquelles de maladie, mais la maladie elle-même, on va y revenir. On y trouve des diagnostics d'inspection, qu'on appelle en médecine, c'est-à-dire on constate de visu ce qui se passe sur le plan médical, et ces diagnostics sont aujourd'hui, hélas, tombés en désuétude. On ne voit pas la médecine en 50 ans de la même manière, vous vous en doutez. C'est moi qui fais ce bruit? C'est quand tu t'approches du casque. C'est la faute à monsieur Volikov. Dès que tu t'approches... D'accord, merci. Voilà, d'ailleurs, je vois mieux ici. Donc, alors, qu'est-ce à dire? Bon, regardez, par exemple, avitaminose, ce n'est pas un diagnostic que l'on fait aujourd'hui comme ça doit obligatoirement concerner une vitamine. À l'époque, il y a des diagnostics d'avitaminose. On suppose, je suppose que c'est en regardant le déporté qui semble avoir une peau et des cheveux un peu fragiles, une peau un peu flétrie. Enfin, c'est un diagnostic qu'on n'utilise plus. Décalcification non plus, il faut des examens spécifiques pour parler de décalcification. À l'époque, on peut penser que c'est souvent en rapport avec, par exemple, une dentition avec des dents mobiles qui bougent et qui est signe, en effet, d'une décalcification. Anémie, il n'est pas question de parler d'anémie sans avoir une prise de sang aujourd'hui. À l'époque, il n'y en avait pas, donc je ne sais pas ce que signifie ce diagnostic. Peut-être qu'il était comme moi, à l'époque, il était un peu trop blanc, alors on a dit qu'il a de l'anémie. Bon, vous savez que je sais que ce n'est pas vrai, pas toujours vrai. Et puis il y a les diagnostics, je me recule, alors les diagnostics comme hyperchloridrique, on n'utilise plus maintenant que dans les services de réanimation, et je ne sais pas du tout ce qu'ils ont voulu dire en parlant d'hyperchloridrique. Alors, il y a aussi des diagnostics curieux, atypiques. Je vous en ai cité quelques-uns. Vous allez voir vous-même que c'est vraiment bizarre ce qu'on voit. Alors, cœur faible, bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Anémie cérébrale, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Très malade, oui, on sait ce que ça veut dire, mais on n'est pas plus avancé. Vue affaiblie, on sait ce que ça veut dire, mais il faudrait spécifier. Carence, oui, bien sûr, il y en a eu beaucoup, on ne sait pas trop lesquels. Mauvaise aménorrhée, je ne sais pas ce que ça veut dire par rapport à une bonne aménorrhée. Asthénique de naissance, bizarre, on est fatigué de naissance, le déporté est fatigué de naissance, bon, ok. Œdème de fatigue, ça n'existe pas, bien entendu, c'était tous des œdèmes carentiels. Cœur un peu mou, oui, cœur un peu mou, alors là, vous ne savez pas plus que moi. Pas contagieux, tant mieux. Et état déplorable, ça ne nous étonne pas chez nos anciens déportés qui disaient un état déplorable, mais ça ne nous avance pas beaucoup sur ces fiches. Alors, il y a d'autres choses qui sont curieuses, intéressantes, c'est qu'un certain nombre, là, dans les 6000 que j'ai vus, il y en a 9 qui étaient déjà des pensionnés de guerre de la guerre de 14-18. Donc, il y a des déportés qui avaient aussi fait le conflit de la Première Guerre mondiale et qui étaient pensionnés pour ça, dont 2 à 100%. Ils ont réussi à revenir de leur déportation en étant pensionnés à 100%. Et puis il y en a même un, ça je laisse ça à la sagacité de mes collègues psychiatres ici présents, il y en a un qui a fait sa déportation avec une dépression pensionnée à un taux quand même très élevé de 60%. Il est revenu. Donc comme quoi on arrive à se sortir de tout. Quelquefois avec un peu de chance et de volonté, mais surtout de la chance. Et puis, en dehors de cet aspect très, je dirais, un peu froid de la lecture administrative des dossiers, on est quelquefois saisi par tout ce qui ressort à travers ces mots, de la souffrance des hommes. J'ai sélectionné ici une fiche
en bas. Alors vous voyez, c'est surtout, bien entendu, c'est ceci, cette partie-là qui nous intéressait, que je vous ai retranscrite à gauche. On est saisi en effet par la souffrance de cet homme et de ses maladies en décembre 1943, incision d'un phlegmon à l'avant-bras droit, pied gelé en février 1944 avec des séquelles, pneumonie en 1944, dysenterie quand il est arrivé, pleurésie quand il est arrivé, typhus quand il est arrivé, et à la radio en plus on lui trouve une tuberculose pulmonaire. Donc moi je ressens en tout cas la détresse de cet homme quand il est arrivé à l'UTCA, à travers cette nomenclature médicale un peu froide. Les pathologies, qu'est-ce que finalement on arrive à trouver, qu'est-ce que j'ai pu décrypter comme maladie sur ces fiches, quand on met un peu en ordre les choses très diverses que je vous ai décrites. Bien, dans 60% de nos déportés que j'ai pu étudier, donc ça fait quand même, vous voyez, un nombre très important, eh bien, ils avaient des problèmes d'infection. Soit des infections diffuses, comme le typhus par exemple, soit des infections localisées à des organes, comme les poumons pour des pleurésies, des pneumonies, ou la peau, comme des érysipèles qui sont des infections de la peau, diffuses, ou des furoncles, ou des abcès, et puis bien entendu des infections aussi ORL, ophtalmo, etc. Donc en tout cas, il y a pratiquement 6 déportés sur 10 qui est rentré avec une infection quelque part. Ensuite, quelle est la deuxième pathologie que j'aurais pu décrypter sur ces fiches? Eh bien, il y en a 40%, donc il y en a 4 sur 10 qui est rentré avec un problème dentaire, soit des caries, soit des édentations, mais un nombre élevé, donc, dû évidemment aux carences qu'ils ont subies dans les camps, mais qui ont eu des problèmes quasiment définitifs dentaires. La pneumologie prend aussi la troisième part importante. Pratiquement, il y en a presque 1 sur 3 qui est rentré avec, en général, c'est le plus souvent, ce sont des bronchites. Et puis ensuite, il y a à 25% chacune, pleurésie, pneumonie. Et puis quelquefois, le plus dangereux, les tuberculoses. Pour ma part, je n'ai vu dans les fiches que j'ai étudiées que 56, entre guillemets, que 56 tuberculoses. C'est beaucoup, mais je m'attendais à voir davantage de tuberculose. Peut-être avons-nous été influencés par la crainte de l'époque de la tuberculose, qui était, je vous le rappelle, une maladie extrêmement dangereuse, puisque la streptomycine ne sera inventée et utilisée qu'en 1952. Donc on avait des craintes pour cette maladie potentiellement mortelle par rapport aux autres, comme la bronchite, qui l'était aussi, mais un peu moins. En plus, qui était très contagieux. Il y a la contagiosité qui joue. Les infections dermatologiques très nombreuses, pratiquement 1 sur 4, 1 sur 5. Alors ça va de l'eczéma jusqu'aux infections cutanées. Les problèmes gastro-entérologiques d'estomac et surtout d'intestin sont aussi très fréquents. Vous voyez, 16% dans les fiches étudiées. Ensuite, il y a des maladies qui sont plus rares. Plus rares. On peut s'étonner de les voir, mais elles sont plus rares. Sur le plan cardiologique, 10%. Angiologie, les vaisseaux, essentiellement, pratiquement, vous voyez, les 2 tiers, c'est les œdèmes de carence. Les déportés rentrent à 10% avec des œdèmes dans les membres inférieurs qui sont bien entendu des œdèmes protéiques de carence. C'est pas étonnant, on n'est pas été étonné par ça. Les maladies infectieuses, donc diffuses, typhus et autres, quand même 10%, on en a parlé. Rhumatologie, soit les membres, les épaules, les genoux, le rachis, 8%. Et puis ORL et ophtalmo, ORL des surdités, des otites, beaucoup, quand même 8%. Donc 8% de nos déportés retrouvés dans nos centres avaient des problèmes de surdité ou d'otite. Et puis, il y a les pathologies beaucoup plus rares, moins de 2%. Toute la sphère donc urinaire, uro, néphro et même génital homme, je n'ai retrouvé que 32 cas sur les 4000. Et puis la neurologie, les affections donc des nerfs, de neurologie authentique, eh bien 44 seulement. Et puis notre petit dernier, j'en reparlerai tout à l'heure un petit peu, que 15 cas seulement recensés de problèmes psychiatriques. 15 cas.
évidemment, on pouvait s'attendre à davantage. Mais il y en a 15. Mais les 15 que j'ai décryptés attentivement sont en effet des vrais traumatismes psychiques tels qu'on les reconnaît aujourd'hui, des psychosyndromes traumatiques de guerre avec les cauchemars, les réviviscences, toute la, je dirais, la sémiologie même actuelle qu'on voit dans nos blessés qui rentrent de PEX par exemple. Alors, il n'y a que 15 cas recensés de problèmes psychologiques ou psychiatriques, mais par contre, j'ai mis à part tout ce qui est asthénie, la fatigue. Alors la fatigue, je vais y revenir tout à l'heure, il y a quand même 5% de nos déportés qui sont revenus avec suffisamment de symptômes de fatigue pour que le médecin l'écrive, parce qu'on peut penser que les déportés rentrés, il était pour eux naturel qu'avec la déportation, le retour, ils soient fatigués. Hein, quand nous-mêmes on a fait un voyage un peu long, on est fatigué. Donc je pense que le médecin n'a pas écrit systématiquement fatigue parce qu'il savait qu'obligatoirement tout le monde était fatigué. Mais s'il l'a écrit, c'est vraiment je pense qu'il avait une fatigue, une asthénie très importante. Donc dans 5% des cas, c'était beaucoup plus marqué et il l'a inscrit. Alors, on verra tout à l'heure ce que signifie, ce qu'on peut essayer de signifier le mot fatigue, le mot asthénie. Dans le domaine chirurgical, des hernies, des éventrations, évidemment des séquelles de blessures, vous voyez 143 fiches sur les 4000, coups et sévices, intervention au camp 46, et puis des fractures en général. Il est notifié que ce sont des fractures entre guillemets professionnelles, c'est-à-dire fractures survenues au cours du travail au camp. Des examens complémentaires ont été demandés, 138, tout est noté, donc hospitalisation immédiate 37, etc. Et puis quand même, nous avons même rencontré des fiches de déportés, heureux bien sûr d'être rentrés, mais surtout indemnes. Donc indemne, ça veut dire qu'il a été écrit sur leur fiche, comme vous le voyez en bas, les mots magiques, R-A-S, rien à signaler. Alors, il y en a seulement, quand même, il y en a seulement 48 sur tous ceux qu'on a vus, les 6000, ce qui fait quand même que 0,5% sont rentrés sans rien de constaté. C'est quand même pas beaucoup, finalement, les RAS, mais il y en a quand même 48. Alors, j'ai tout de suite été intéressé pour faire la comparaison, j'allais dire la confrontation avec la première grande étude française faite par le professeur Richet, lui-même déporté à Buchenwald, qui en 1955, avec parution en 1956, a produit avec le docteur Mans sa fameuse pathologie de la déportation. Alors dans cette pathologie de la déportation, il décrit la genèse des séquelles des déportés, mais il décrit aussi ce qu'ils constatent pratiquement 10 ans après leur retour. Alors, la comparaison avec ce que nous trouvons dans nos fiches au retour et ce qui existe 10 ans après m'a paru intéressant comme comparaison. Alors, c'est une première étude, mais ce que j'en ai trouvé, c'est le professeur Gilbert Dreyfus, qui était aussi déporté à Buchenwald, eh bien, je crois, constatait que entre 45 et 50, eh bien, il y avait quand même plus de 10 000, 12 000 de nos déportés qui étaient décédés. Donc une énorme mortalité dans les années qui ont suivi, à cause des séquelles qui ont suivi le retour. Ensuite, il y a un certain nombre de pathologies qui ont disparu. C'est-à-dire que le professeur Richet n'y retrouve plus par rapport à nous. C'est normal. Les œdèmes de carence, il ne les voit plus, c'est normal. Une fois qu'on a renutri nos déportés, qu'on les a rechargés en protéines, eh bien, les œdèmes ont disparu. Il fallait s'y attendre. Heureusement, on l'a retrouvé. Ensuite, il y a les affections dermatologiques qui ont pratiquement disparu, parce que la plupart étaient d'origine infectieuse, furonculose, abcès, érysipèles ont disparu suite aux traitements locaux et ensuite au début des moyens antibiotiques. Bien entendu, alors il y a aussi les infections qui ont disparu aussi, et puis, je ne sais pas où mettre, c'est parce que M. Volikov dirige son machin sur moi, alors évidemment. Donc, évidemment, ont disparu les problèmes d'aménorrhée chez la femme enceinte, vous savez, chez la femme, pardon. L'aménorrhée existe naturellement chez la femme enceinte, mais là, chez nos déportés, les aménorrhées ont également disparu. Il est temps que je termine parce que c'est une maladie.
séquelles digestives sont toujours présentes, rhumatismales, cardiaques, oreilles, dentaires, on les retrouve à peu près de la même manière. On les retrouve de la même manière. C'est la faute au micro finalement, c'est pas du tout de la faute à Servolikov. On essaye comme ça, j'en sais rien. Je m'approche de la fin pour vous dire que, en effet, le problème évoqué par Richet, c'est le même qu'on se pose, nous, en ce moment, en regardant nos fiches, c'est celui de la discrétion des séquelles psychologiques. Alors, on a du mal à comprendre aujourd'hui, parce que dans l'étude que nous avons faite à la Fondation, eh bien, chez nos 60 déportés que l'on a écoutés pendant plusieurs heures attentivement, le docteur Michel Pierre, qui vous en parlera cet après-midi, a pratiquement trouvé chez tous au moins soit des séquelles importantes, soit au moins des petites séquelles. Mais il en a toujours trouvé. Donc, nous, on n'en a quasiment pas, vous l'avez remarqué. Et puis, le professeur Richet, lui, n'en trouve pas non plus beaucoup 10 ans après. Il s'en étonne. Il s'en étonne et il a deux intuitions intéressantes. Il dit, à juste titre, que ces séquelles psychologiques peuvent être d'apparition tardive, voire, écrit-il, très tardive. Et ça, c'est quelque chose que l'on sait aujourd'hui. On peut voir des déclenchements de psychosyndrome traumatique très longtemps après l'effet traumatisant. Donc ça a été confirmé ultérieurement, ce genre de manifestation, il avait raison. Donc il y a des déportés qui, en effet, eh bien, ont fait ressortir psychologiquement toutes les séquelles psychologiques de la déportation longtemps après les faits. D'autre part, il s'intéresse à l'asthénie des déportés. Cette asthénie, elle peut être chez les individus, soit physique, soit psychique, soit les deux. Je parle fort, finalement, je n'ai pas besoin de micro. Je termine. Donc, lui, définitivement, classe les asthénies des déportés dans le cadre, dans la nosologie de la sphère psychiatrique et non pas organique. C'est-à-dire certaines maladies, comme des maladies endocriniennes, peuvent provoquer en effet des asthénies. Pour lui, l'asthénie déportée est d'origine psychique. Aujourd'hui, je pense qu'il avait raison et qu'il faut tenir ces asthénies pour des séquelles psychologiques. Alors, elles n'ont pas été remarquées à l'arrivée, sans doute parce que les déportés n'en ont pas parlé, sans doute parce qu'ils pensaient qu'il était normal qu'ils avaient des cauchemars, des insomnies, des problèmes de ce type-là, et que ce n'était pas utile d'en parler, qu'ensuite ceux qui les ont écoutés n'étaient pas très intéressés par ce genre de problème. Après tout, il fallait rentrer, se mettre rapidement en selle. Donc on ne parle pas de ces histoires-là. On s'intéresse aux maladies contagieuses, mais pas aux séquelles psychologiques. Il y a des tas de raisons qu'il faudrait décrypter. Et enfin, pour terminer, pour être à peu près dans les temps, d'abord, donc cette étude, vous l'avez compris, est une première approche partielle, 1/5 des fiches, mais déjà intéressante. Elle appartient sans doute à l'histoire de la médecine, à l'histoire de la déportation et l'histoire, je dirais, des civilisations des peuples en crise. Elle a bénéficié, cet accueil a quand même, malgré un peu le flottement qui a eu lieu, elle a quand même bénéficié de l'apport de la Première Guerre mondiale. Quand on voit l'organisation sanitaire pendant la Première Guerre mondiale qui se met en place, notamment en 1916, on se rend compte que ça a été une expérience qui a permis d'avancer un peu plus vite pour rapatrier nos déportés. Est-ce qu'elle a permis d'alléger les séquelles et la mortalité post-déportation? Sans doute, on ne sait absolument pas dans quelle mesure. Je dirais aussi que la mise en place du suivi médico-social indispensable a essentiellement, pour moi, a été faite par les associations de déportés et d'anciens combattants. Bon, de mon côté, toutes les associations ont eu évidemment un service social et je peux témoigner, pour avoir travaillé avec eux pendant 35 ans, que la FNDRP a été pour moi à l'avant-garde de ce médico-social à travers le dispensaire, à travers la maison à Manès d'hospitalisation, à travers la formation professionnelle, le service médico-juridique, etc. Donc ce sont les associations qui ont pris en main, en charge eux-mêmes, la défense, l'entraide des déportés et qui ont entraîné les pouvoirs publics par la suite. Il y a eu un effet pour moi d'entraînement. Pour terminer, la compréhension des séquelles du trauma psychique et leur reconnaissance importante en seulement un siècle, eh bien, doit beaucoup, je pense, directement soit aux victimes,
soit ce que je qualifierais pas vraiment de victimes, c'est-à-dire les anciens déportés. Leur contact, leur témoignage, je pense, a pu faire avancer la compréhension des séquelles psychologiques de l'internement et de la déportation et leurs séquelles. Voilà, c'est ce que je voulais vous transmettre sur la première étude de ces fiches. Merci de votre attention.